Avant que la vidéo ne commence et que les miasmes pestilentiels de Nurgle n'embrument votre esprit, laissez-moi vous parler de la sainte croisade menée par tous les serviteurs de l'empereur. La Holy Crusade. Rejoignez la croisade la plus fruitée et saine de l'Imperium avec Holy Energy et Holy Iced Tea. Holy, c'est le substitut garanti aux cochonneries addictives que sont les sodas et boissons énergétiques classiques. En plus, de nouvelles saveurs approuvées par le Ministerium ont fait leur apparition récemment sur le site de Holy. Alors si ça c'est pas une manifestation de la divine volonté de l'empereur, je ne sais pas ce que c'est. Tous les produits Holy sont certifiés Made in Berlin et surtout bien plus sains que tout ce que vous pourrez trouver dans le commerce. Beaucoup moins de sucre mais bien plus de saveurs, beaucoup moins de calories et surtout beaucoup plus abordable financièrement. Pas de taurine, ni de produits chimiques étranges qui nécessiteraient la présence d'un technoprêtre de Mars rien que pour pouvoir les lire. Et si je peux vous conseiller quelques saveurs, mes préférés sont Apple Green Tea et Acai Hibiscus en Iced Tea, qui sont de véritables dons du maître de l'humanité. Si l'envie vous prend de rejoindre la Holy Crusade comme moi et ainsi soutenir votre humble serviteur, utilisez le code Librarium qui vous offre 10% de réduction ou le code Librarium 5 qui vous permet de déduire 5 € sur votre commande. Holy, c'est beau, c'est sain, c'est coloré et surtout c'est bon. C'est toutes ces raisons qui m'ont poussé à rejoindre la Holy Crusade comme tant d'autres avant moi. Donc merci à Holy de sponsoriser le Librarium et merci à vous. Un esprit sain dans un corps sain, c'est la volonté de l'empereur. Rejoignez la Holy Crusade. Le roi pâle, le maître de la Death Guard, le voyageur, le libérateur redouté de Barbarus, le seigneur de la mort. Le sinistre et obscur Mortarion était le primarque et le commandant de la légion de la Death Guard. Il fut élevé dans un monde de cauchemars, de secrets et d'horreurs mécaniques où les humains étaient chassés comme des animaux. Les ténèbres qui l'entouraient s'infiltrèrent dans son âme et ne le quitteront plus jamais. Férocement motivé et implacable, le faucheur a dirigé sa légion pour en faire une libératrice courroucée, un spectre de la mort et du jugement pour qui aucun champ de bataille n'était insurmontable et aucun ennemi trop terrible à affronter. Avec des mensonges et des demi-vérités, Horus a fait pencher la loyauté de Mortarion en sa faveur, et le prix que lui et sa légion payèrent pour leur rôle dans l'hérésie fut un cauchemar au-delà de toute imagination. Dans les légendes poussiéreuses qui avaient perduré de l'histoire des vieux États-nations de Terra, il existait le mythe d'une créature surgissant à pas lents des ténèbres pour emporter les esprits défunts. Un individu squelettique, l'incarnation qui fauchait les âmes comme sur un champ de blé. Ce n'était là que les spéculations des superstitieux et des craintifs. Et pourtant Mortarion était le reflet même de cette figure emblématique. Haut et émacié, Mortarion était paré de plaques de cuivre nues et de céramites d'un blanc cadavérique. Une longue cape verte sombre pendait de ses épaulières à haut bord. Des crânes accrochés à sa ceinture s'entrechoquaient au bout de courtes chaînes, certains humains, certains xénos. Un long pistolet à large canon était niché parmi eux, et sa poignée était cloutée d'un décompte de ses victimes sous forme de rivets de bronze. Ses yeux étaient d'ambre et scintillaient sous l'ombre profonde de son capuchon élimé. Sa tête comme son visage exsangue était glabre et grêlé de marques. Sa bouche et son cou cachés par un haut gorgerin dont s'exhalaient des volutes de vapeur grise au rythme de sa respiration. Une grille respiratoire ornementée couvrait la partie inférieure de son visage, tandis que des enroulements de gaz huileux se répandaient par les lignes de son armure,
dégoulinant le long des surfaces peintes de crâne et sifflant au contact du sol. Les tubes qui couraient depuis la grille faciale gargouillaient de fluide et son souffle lui venait par sifflements encombrés. Les seules autres parures de Mortarion étaient un chapelet d'encensoirs ronds en airain, lesquels contenaient eux aussi des éléments de la haute atmosphère empoisonnée de son monde d'adoption. On racontait que Mortarion les reniflait parfois comme un connaisseur aurait humé de bon vin ou qu'il les lançait parmi les rangs ennemis afin de les faire suffoquer. Lorsque l'empereur parcourait encore l'univers afin de sauver la galaxie de la régression de la superstition et du mysticisme, il créa les primarques. Les 20 capsules d'incubation dérivèrent alors dans l'immatérium après avoir été enlevées à l'empereur, et finalement elles furent déposées sur diverses planètes de la galaxie. La capsule de celui qui allait devenir Mortarion, le primarque de la Death Guard, échoua sur une planète nommée Barbarus. Barbarus était l'incarnation même de la terreur, le fief des seigneurs de guerre aussi appelés les barbarins élus, des xénos à l'apparence effrayante et cadavérique, qui régnaient sur la population humaine locale du haut de leurs forteresses dans les montagnes, comme des seigneurs féodaux et qu'ils terrorisaient et utilisaient pour leurs expériences maléfiques et nécromantiques. Les barbarins élus étaient les maîtres incontestés de Barbarus, ne souffrant d'aucune menace venue d'en dessous ou de plus haut qu'eux pour remettre en cause leur domination. Privés de telles préoccupations extérieures pour donner cours à leur penchant véniel et combatif, leur cruauté innée s'envenimait encore si aucun exutoire ne leur était donné. Tous se tournaient régulièrement les uns contre les autres pour les motifs les plus dérisoires, une offense imaginaire, la résurgence d'une ancienne rancune, ou le simple désespoir de tant de monotonie, et tiraient une joie perverse à s'infliger réciproquement leur méchanceté. On prétendait que la race des seigneurs de guerre ne pouvait pas être tuée si facilement, du moins pas par des moyens compris des hommes, et les stigmates qu'ils se laissaient les uns aux autres étaient rares, en ces quelques occasions espacées où ils s'affrontaient face à face. Plus souvent, les dommages n'étaient pas portés en combat direct, mais à travers la destruction de leurs avoirs et la brutalité incessante infligée aux hommes qui avaient la malchance de se trouver à leur service. Barbarus était un monde sombre, escarpé et montagneux, fait de marais primordiaux, de forêts tortueuses et enveloppé de brouillards vénéneux, de miasmes étouffants et de pluies acides assez fortes pour arracher la chair de l'os en un instant. C'est dans les forêts et les marécages des basses terres que les habitants humains de Barbarus, les inférieurs, s'accrochaient à la vie, car les hauteurs des montagnes étaient trop toxiques pour leurs organismes. Ils vivaient dans des villages isolés et fortifiés du mieux qu'ils le pouvaient contre la venue de la nuit, vivant dans la terreur et la misère perpétuelle que leurs seigneurs monstrueux viennent les dévorer. Ainsi, l'existence des inférieurs sur Barbarus s'en trouvait-elle affectée. Être un humain sur ce monde baigné de brume, c'était naître pour ne connaître que la peur, rester au-dessous de toute considération, vivre en s'attendant à ce que la lame de la faucheuse puisse s'abattre à chaque nouvelle aube. Savoir que des individus anciens et horribles tenaient votre vie entre leurs mains griffues, en droit de la ruiner ou d'y mettre fin selon leurs caprices. C'était oser espérer que ces goules intelligentes considèrent votre existence comme trop indigne pour s'en préoccuper, et que leur désintérêt puisse vous permettre de vivre encore une journée de plus. Le plus puissant des seigneurs de guerre se nommait Nécaré, le seigneur de guerre suprême et un très puissant nécromant. Le seigneur de guerre suprême avait une réputation de brutalité qui poussait même ses semblables à se méfier de lui, mais c'était aussi un être capricieux. Un jour s'était présenté où il avait noyé les sommets dans le sang d'un de ses rivaux pour venir en personne, au lendemain du massacre, se gargariser du spectacle des dépouilles. Son ennemi avait cherché à lui cacher quelque chose, une découverte dont les esclaves du seigneur de guerre lui avaient dit qu'elle était tombée du ciel. Nécaré avait donc décidé qu'il lui revenait de la posséder, par rancœur et par jalousie pure.
Ce trésor n'était pas ce à quoi il s'attendait. Au milieu des champs de cadavres pourrissants dont les montagnes étaient jonchées, il entendit les cris d'un nouveau-né. Le seigneur de guerre trouva l'enfant et avait hésité au moment de le mettre à mort, intrigué par la résistance singulière dont il semblait faire preuve, car il ressemblait à un inférieur, à un humain, et aurait dû donc succomber. Nécaré racontera plus tard à son fils adoptif qu'il l'avait soupçonné d'être un mutant, porteur d'une quelconque aberration, et d'autres fois, il lui racontera les choses d'une façon différente, clamant que cette histoire d'enfant trouvé n'était qu'un mensonge qu'il avait concocté pour s'en divertir, et qu'en vérité, il était une de ces expériences ratées, créées à partir de matière génétique brute et d'inférieure qu'il avait enlevée. Quelles que pouvaient bien être ses origines, l'enfant avait été revendiqué par Nécaré, qui lui avait donné son nom. Un mot dont la forme dialectale due au gothique pratiqué par les barbarins et qui signifiait « né de la mort ». Le Seigneur suprême éleva Mortarion comme son héritier, testant ses limites et découvrant à quelle concentration de toxines l'enfant était capable de survivre, et s'était servi de ce savoir pour déterminer exactement à quelle altitude lui ériger les murs d'un domicile le long de la chaîne montagneuse. Assez haut pour que l'atmosphère réfrène ce garçon qui grandissait vite, loin des inférieurs dans les vallées d'en bas, et loin du propre château obscur de Nécaré où il lui était interdit de s'aventurer. Il n'y aura rien dans cette association qui pût se rapprocher d'une certaine affection. Ce ne serait qu'une relation durement transactionnelle, complètement biaisée en faveur du père adoptif. Nécaré interdira au jeune primarque de descendre dans les vallées là où les inférieurs vivaient leur misérable existence. Le dos de Mortarion avait conservé les marques là où il avait été fouetté jusqu'à l'os, puni par Nécaré pour avoir une fois osé s'aventurer trop loin. Nécaré mettra régulièrement à l'épreuve Mortarion, et s'il ne parvenait pas à gagner par la brutalité seule, c'est qu'il n'était pas assez fort, et alors il serait traité comme un inférieur. Ainsi Mortarion fut jeté dans une fosse de canidés affamés, avant même de savoir marcher debout, dut escalader nu les falaises les plus escarpées sous une tempête acide torrentielle, après avoir été forcé à tuer de ses seules mains une légion de golems. Nécaré le jugeait toujours et se moquait de lui. Mortarion finit par prendre le parti de détester le raisonnement qui avait poussé son père d'adoption à le garder vivant. Et certains jours sombres, il regrettait que le seigneur de guerre ne l'eût pas simplement tué quand il l'avait trouvé. Mortarion apprit à puiser dans ses émotions pour stimuler sa volonté de survivre, espérant trouver un jour des réponses sur ses origines quand il comprit qu'il était bien plus qu'un homme. Alors que Mortarion grandissait, Nécaré se servit de lui pour régler ses différends avec les autres seigneurs de guerre. Ainsi, un jour, le seigneur de guerre Etmer s'était emparé de terres humaines dans lesquelles Nécaré prélevait ses dîmes. Il refusa de les lui rendre et commença à massacrer chaque cerf de la région et raser la terre détrempée et boueuse. Etmer avait invoqué de sous la terre morne des flammes sorcières couleur émeraude, et leurs grands affleurements explosifs avaient jailli des marais, embrasant tout du moulin de la balafre jusqu'à la lande venteuse d'Adéane. Le moulin s'était ému comme un organisme vivant pour encercler les murs du hameau et resserrer afin de l'étouffer. Autre part sur les routes élevées de terre, les caravanes avaient été prises à découvert sous les excrétions acides, lâchées par d'immenses vols de busards malades et engraissés. Le seigneur de guerre avait lâché une grande meute de revenants et de créatures assemblées et cousues dans l'espace confiné et humide d'un expérimentum. Ces abominations traquèrent et massacrèrent les cerfs humains survivants de Nécaré, pourchassant les survivants jusqu'au pied des grandes montagnes grises, mordant sur le territoire personnel de Nécaré. Mortarion fut envoyé auxir les monstres d'Etmer alors que ceux-ci achevaient d'assassiner un groupe de survivants découverts dans une grotte peu profonde. Il était accompagné d'un groupe de soldats golems qui avaient été autrefois des hommes et armés d'un lourd espadon à la lame rouillée et d'un pistolet à répétition à poudre noire. C'était une nouvelle mise à l'épreuve de Nécaré, car Mortarion ne possédait pas assez de troupes, de même que Nécaré aurait pu éliminer facilement les monstres d'Etmer. Le primarque affronta les non-morts dans une furieuse mêlée.
C'est alors qu'un immense rampant à vapeur des barbarins élus surgit. C'était une bête tueuse qui n'était qu'un agglomérat de morceaux humains et d'animaux. Folle à cause de la douleur et soufflant par une double paire de narines dégoulinantes de morve, cousues à partir de ce qui avait été autrefois celle d'une paire de crocs d'élevage. D'un jet de bile vomi, elle éclata plusieurs des golems de Mortarion. Le primarque se jeta sur ce corps bulbeux, distordu et qui s'équilibrait sur 7 jambes musculeuses, certaines d'origine humaine, d'autres non, et une grappe d'yeux resserrée recouvrait une plaque frémissante de tissu charnel. Mais son espadon se brisa et sa vie fut menacée lorsqu'il fut aplati contre le sol, tordant son armure et lui brisant les os. Il ne dut sa survie que par l'intervention de Nécaré, qui apparut comme une lumière dorée, capturée dans la lame d'un cimeterre massif et dont l'éclat brillait plus fort que celui de la vérité. La lame rouillée trancha le membre qui le retenait cloué au sol et massacra la bête. Nécaré exprima sa déception, lui affirmant ce jour-là que s'il échouait de nouveau, ses découpeurs s'occuperaient de lui. Puis Nécaré rejoignit les neiges empoisonnées qui recouvraient la roche morte et où l'air lui-même était si vicié que même Mortarion ne pouvait pas s'y rendre. Là se dressait le sombre manoir de Nécaré, un lieu qui pour Mortarion était hors d'atteinte. Peu de temps après, la vie de Mortarion bascula lorsqu'il rencontra Calas Typhon. Vers la fin de la guerre de Mortarion contre les barbarins élus, la victoire était proche. Une grande partie de la planète était libérée du joug des oppresseurs, les seigneurs de guerre massacrés, de même que certains humains qui avaient par peur ou habitude défendu leurs oppresseurs. Lorsque Calas Typhon revint auprès de Mortarion, victorieux d'une campagne, il apprit à son ami qu'un seigneur de guerre avait été abandonné par Nécaré. Bien qu'étant de proches alliés, Nécaré était le dernier de son espèce et se terrait dans son antre, protégé par la toxicité de son environnement. Pour atteindre le seigneur de guerre suprême, Mortarion proposa un plan. Dans l'armurerie de la Death Guard, Mortarion avait demandé au tyran des forges de concevoir de nouvelles armures complètement étanches où aucune toxine ne pouvait affecter celui qui la portait. Ainsi équipé, Mortarion ambitionnait de mener une escouade d'élite de sa Death Guard afin d'aller tuer Nécaré dans son antre, bravant les toxines mortelles de son environnement. Finalement, le primarque partit avec son ami et une petite troupe équipée de ses armures étanches. Il monta dans le brouillard toxique vers le château de Nécaré situé dans les monts de l'Échine. En chemin, il retrouva son ancienne demeure qui avait été réduite en ruine. Là, Mortarion et ses hommes subirent un bombardement soudain de dizaines de boules de feu depuis les remparts du château de Nécaré. À l'intérieur des projectiles incendiaires, des silhouettes humaines avec des griffes noires en sortirent en chancelant, attaquant Mortarion et ses hommes. Le primarque ordonna de foncer vers le château de Nécaré afin d'éviter d'être touché par l'intense bombardement. Mais Typhon s'y opposa, ramenant Mortarion à la vérité en lui rappelant que Nécaré voulait justement l'enrager pour lui faire prendre des décisions irréfléchies. Mais le bombardement s'accentua et leurs armures furent endommagées, forçant une retraite précipitée. Durant le retrait, Mortarion ressentit une rage inédite et une haine passagère pour la faiblesse humaine de ses compagnons, lui rappelant sa nature extraordinaire et mystérieuse. Revenant à son campement, le primarque découvrit que tous ses habitants avaient disparu, hormis un messager qui lui demandait de venir de toute urgence dans le village de la taille des leurs, car un aigle était arrivé. L'engin que l'éclaireur appelait Aigle se trouvait sur les vestiges des champs au dehors des murets écroulés du village de la taille des leurs. C'était un vaisseau en métal lustré d'or avec une coque principale effilée. Y était écrit Ave Imperator. Mortarion s'avança vers le vaisseau, vers la seule entrée visible, furieux que sa tentative d'assaut du domaine de Nécaré ait été oubliée par ses compagnons qui ne parlaient que de l'aigle qui leur avait apporté nourriture et médicaments, ainsi que des récits d'un empire humain dans les étoiles. Ils lui parlèrent de l'étranger qui les avait aidés à mettre fin à la bataille sur les plaines. Mais Mortarion était méfiant devant cette soudaine apparition d'un inconnu chargé de cadeaux au soir de sa bataille la plus éprouvante.
C'était supposé être un jour de délivrance pour Barbarus et son triomphe. Et l'étranger était apparu et lui avait volé sa gloire. Le primarque pénétra dans le vaisseau et y trouva assis à une table des dirigeants du cadre de soutien civil aux côtés des guerriers de la Death Guard que Mortarion avait laissé en charge à sa place. Et avec eux se trouvait lui, l'empereur, l'étranger, un regard sombre, à la fois clair et sans fond et qui paraissait ancien, un visage patricien à la peau bronzée comme un vieux cuir et de cheveux noirs qui pendaient jusqu'aux épaules. L'étranger en lourde armure d'or s'avança devant Mortarion, se présentant comme un ami et affirmant qu'il était à sa recherche. Il y avait chez cet homme à la peau cuivrée un aspect familier qui n'avait pu échapper à Mortarion, sentant instinctivement qu'il le connaissait. L'étranger proposa que Barbarus intègre l'Imperium et de bénéficier de ses technologies. Il promit d'expliquer les origines de Mortarion, de détruire les seigneurs de guerre et de purger la souillure toxique de Barbarus. Mais Mortarion s'en moquait, rejetant d'emblée les propositions de l'étranger. Il proclama qu'il était né sur Barbarus et que la Death Guard était sa seule famille. L'étranger lui proposa alors un défi. Si Mortarion éliminait Nécaré de sa main, alors il partirait pour toujours. Mais s'il échouait, alors Barbarus rejoindrait l'Imperium de l'humanité, et Mortarion et sa Death Guard lui jureraient allégeance. Mortarion accepta ces conditions. Le primarque alla chercher une nouvelle armure étanche et partit seul vers la citadelle de Nécaré. Il gravit les montagnes alors que chaque respiration lui réclamait plus d'efforts. Sa faux de combat à son côté, Mortarion continuait son avance en se hissant un pas brutal après l'autre, toujours plus près des tours noires et menaçantes de la citadelle finale. Les plaques extérieures de son armure se corrodaient déjà à mesure que le brouillard acide autour de lui ternissait le reflet du métal et affaiblissait sa structure. Les sangles de cuir traité se dissolvaient, mais Mortarion ne s'en soucia pas et continua. Il parvint à atteindre le château de Nécaré, se retrouvant au pied de portes immenses forgées de fer noir, encastrées dans une tour qui disparaissait dans la brume noire-orange. Nécaré apparut soudainement. Mortarion essaya de basculer sa faux dans une posture d'attaque, mais le tremblement de ses bras échappa à son contrôle, et il perdit toute prise sur son arme. Celle-ci tomba dans la terre retournée et commença à se flétrir comme du bois pourrissant. Le poison dans l'atmosphère parut s'épaissir, s'agglomérer autour de Nécaré et se tendit en vrille nébuleuse pour l'étouffer. Mortarion s'étranglait et chancelait. Nécaré le regarda s'étouffer en se moquant de lui. Puis Mortarion entendit une voix obscure qui le suivit par terre. Des mots qui résonnaient en chœur bourdonnant et le frappaient comme des coups physiques. Puis un grondement de flammes dorées trancha dans l'air au-dessus de Mortarion, qui vit la brume elle-même se désagréger dans le sillage d'une grande épée à lame large, faite d'un métal brillant. L'étranger sectionna Nécaré au travers du thorax, tuant sur le coup le seigneur de guerre suprême. L'empereur s'approcha de Mortarion et révéla qu'il était son père, mais Mortarion ne vit que sa victoire, dont il rêvait depuis longtemps, lui être arrachée, créant une haine envers le maître de l'humanité qui ne le quittera plus. Puis il s'évanouit. À son réveil, Mortarion tint parole et lui et sa Death Guard jurèrent fidélité à l'étranger. Ce n'est qu'alors que l'empereur révéla au jeune primarque qu'il était son créateur et qu'il lui confia le commandement de la 14e légionnesse Astartes. Mortarion rencontra avec l'élite des cohortes de Barbarus à ses côtés et des centaines d'autres combattants derrière lui, les Astartes de la 14e Légion, les Tusk Raiders. Il leur annonça qu'ils étaient à présent la Death Guard. Un an après sa redécouverte par l'empereur, Mortarion avait reçu une nouvelle armure énergétique qu'il apprit à porter comme une seconde peau. Mortarion ne s'était pas soucié des embellissements ornés et du décor martial intégré au gantelet, au créton et à la cuirasse, et au grand désarroi des artisans armuriers au service de l'empereur,
Le primarque avait dépouillé les détails superflus et s'en était débarrassé, ne laissant que l'héraldique nécessaire aux opérations sur le champ de bataille. À la place, il leur ordonna de couler une icône du sigle de la Death Guard et de la placer sur la plaque. Le crâne et le soleil étaient un symbole trop puissant, trop proche de son cœur pour être laissé derrière lui avec le reste de son ancienne vie. Le crâne signifiait la mort, car il menaçait la vie de Mortarion mais était aussi son allié, tandis que le soleil à 6 branches représentait l'illumination de la liberté qu'il avait apportée à Barbarus. Si son monde d'adoption restera à jamais l'endroit où il était réellement né, son regard commença à se porter vers les étoiles. Il avait appris grâce aux connaissances arrachées des livres de Nécaré et les planètes proches de Barbarus. Mais savoir qu'il y avait des billions d'étoiles et de mondes supplémentaires au-delà de ce voile stygien était pour lui éblouissant. Une partie de lui voulait voir ces mondes, enfoncer ses gants dans leur sable et leurs eaux, traverser de nouvelles terres et des paysages extraterrestres, se battre dans de nouvelles batailles. Depuis sa jeunesse, Mortarion n'avait jamais été aussi assoiffé de connaissances. Mais après la mort de Nécaré, l'empereur demanda à Mortarion de rester dans les limites du système de Barbarus pendant plus d'une année solaire, à sa plus grande frustration. Après leur première rencontre, l'empereur parla en ellipse des questions relatives à la dispersion des primarques. Mortarion ne parvenant pas à savoir comment il s'était retrouvé sur Barbarus, l'empereur détournant toutes ces questions. Néanmoins, l'élite de sa Death Guard tel Typhon furent élevés au rang de Space Marines durant cette période. Mortarion en profita pour apprendre à utiliser les nouvelles armes et armures de l'Imperium, ainsi qu'à maîtriser la tactique et la stratégie de combat avec ses légionnaires Astartes. Son apprentissage fut exceptionnellement rapide, et des mois de jeux de guerre et d'entraînement avaient amené Mortarion à être prêt au combat, s'efforçant de laisser Barbarus derrière lui et de s'aventurer dans la galaxie au-delà. Mais plus que cela, Mortarion avait rencontré quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Il s'était lié avec ces Dusk Raiders d'une manière que les mots ne pouvaient exprimer. D'une manière étrange, c'était comme si ce lien avait toujours été en lui, en sommeil, attendant d'être activé. Après une année d'attente, Mortarion reçut un message de l'empereur, le convoquant sur son vaisseau, le Bucéphalus, pour discuter. À bord de la navette l'emmenant rencontrer son père, Mortarion avec pour compagnon un Dusk Raiders qui faisait partie de sa garde d'honneur, un légionnaire se nommant Alexus Xael. Le primarque lui demanda quel était le protocole une fois arrivé à bord du vaisseau de l'empereur, apprenant qu'il devra s'attendre à une grande cérémonie et à des formalités à respecter, ce qui exaspéra Mortarion qui n'avait pas la patience de supporter ce genre de convenance. Exaspéré, une fois à bord, Mortarion demanda où était l'empereur, lorsque ce dernier apparut de derrière des rideaux de velours, apparemment heureux de voir l'impatience de son fils de le retrouver. Face à l'allure flamboyante qu'était l'empereur, Mortarion ne put résister à s'agenouiller, avant d'être invité à se relever. Mortarion se demandera si le regard de l'empereur était capable de voir son âme et ses pensées intérieures avant d'écouter son créateur s'excuser pour cette cérémonie qui lui avait été désagréable. Accompagné de ses custodiens, l'empereur emmena Mortarion dans un long couloir tubulaire fait d'une sorte de verre cristallin avec de longues feuilles courbes de matériaux vitreux suspendus à des cadres en métal blanc. Mortarion arriva au niveau du gigantesque château de commandement qui s'élevait à la poupe du Bucéphalus, et de là, le faucheur vit de nombreux navires avec des symboles qui lui étaient inconnus. L'empereur lui expliqua que c'étaient des vaisseaux appartenant à des légions d'autres primarques, et que les recherches pour retrouver ceux qui manquaient étaient en cours. Mortarion exprima son impatience de rencontrer enfin un vrai frère de sang, apprenant qu'un certain Horus était désireux de le rencontrer aussi, mais que l'empereur lui avait demandé d'être patient afin de pouvoir discuter avec lui en tête-à-tête. Mortarion sentit que son père hésitait sur son nom, enfant de la mort, une désignation que l'empereur ne voulait pas lui donner à l'origine. Changeant de sujet, l'empereur souligna la résistance admirable des natifs de Barbarus et que l'assimilation impériale se passait bien.
Néanmoins, le maître de l'humanité avait constaté le refus du primarque de laisser son contingent de ses scientifiques et géoformateurs les plus accomplis de modifier radicalement l'atmosphère et l'écologie de Barbarus pour la rendre vivable et agréable. Mortarion souhaitait que le climat terrible et toxique de son monde persiste afin de former un peuple fort et résilient. Enfin, l'empereur annonça à Mortarion qu'il souhaitait lui offrir un cadeau, lui montrant au loin un vaisseau gigantesque ayant la forme d'une dague, l'Endurance, vaisseau amiral de la flotte de la 14e Légion. Puis, comme dernière formalité pour marquer leur lien de fidélité, l'empereur l'emmena suivre une large rampe en spirale pour descendre dans une autre salle qui servait de lieu de détente pour le maître de l'humanité. Un atelier dans lequel il forgeait des armes et menait des expériences étranges. Mortarion comprit alors que les primarques n'étaient que des armes aux yeux de l'empereur, se remémorant Nécaré qui avait fait de lui un outil de guerre. Gardant ce ressentiment pour lui, il vit l'empereur lui offrir un cimeterre menaçant de grandes dimensions et d'une létalité chatoyante. Mais le faucheur déclara que sa faux de guerre, Silence, qu'il avait forgée, refaite, renforcée et améliorée était suffisante à ses yeux, ignorant le raidissement dans l'expression de son père. Mais son regard s'arrêta sur une arme à feu lourde en forme de tambour, faite pour les mains de quelque chose de plus grand qu'un homme, une arme n'ayant pas le rendu surfait d'un artiste de l'armement, mais qui était un dispositif de tueur, industriel et lourd. Sans demander la permission, Mortarion prit l'arme, concédant avoir besoin d'un pistolet. L'empereur fronça les sourcils et lui expliqua que celui qui avait fabriqué cette arme l'avait baptisée la Lanterne, avant de périr sur son ordre. Son créateur avait été un homme qui dirigeait un culte de tueurs dans un monde manufacturier appelé Shenlong, et qui vénérait un dragon. L'arme était agréable pour Mortarion, et l'empereur le lui offrit de bonne grâce, le primarque utilisant des cordes à sa ceinture pour fabriquer un cordon auquel la lanterne pouvait être suspendue. Pour terminer, l'empereur le conduisit hors de la chambre où se trouvait une salle voûtée, un espace si grand qu'il avait son propre microclimat. Là se trouvait Horus Lupercal, qui était venu depuis le système de Zao quand il avait appris la volonté de l'empereur de retrouver Mortarion, faisant le voyage avec le maître de l'humanité afin de rencontrer enfin le faucheur. Face à son frère, Mortarion connut un sentiment étrange et éthéré de connexion alors qu'Horus l'accueillait comme un frère. Mortarion séjourna un temps sur Terra avant de se lancer dans la Grande Croisade. Là, dans le palais impérial, il trouva une entrée gigantesque en travaux, un portail de 300 mètres de section renforcé d'une chape d'adamantium et entouré de runes de l'ancienne terre. Malcador le sigillite, le bras droit de l'empereur, vint le trouver. Le primarque lui demanda ce qu'était cette construction, mais Malcador l'invita gentiment à s'éloigner de cette porte. Mortarion exprima sa haine du sigillite, jurant de le briser un jour. Malcador ramena néanmoins Mortarion dans ses quartiers privés, très haut sur les pentes surplombant la vaste étendue des grands halls et des flèches du palais. Mortarion cultiva l'inflexibilité, l'absence de pitié et la résistance de sa légion qu'il baptisa la Death Guard, ainsi que les nombreux succès qu'il remporta. Toutefois, il ne s'intégra pourtant jamais vraiment à la société impériale du fait de son tempérament sombre et sauvage. Il restait étranger à la franche camaraderie qui unissait certains de ses frères, ne créant que des liens avec Conrad Kurz, le Night Hunter, et surtout avec Horus Lupercal qui reconnaissait la valeur de sa Death Guard, la plaçant souvent au centre de sa ligne de combat. La Légion de Mortarion était en effet une enclume inamovible. Le Seigneur de la Mort prit le commandement de sa nouvelle légion avec autoritarisme et sévérité. Il était froid et distant avec ses fils, mais ces derniers le vénéraient et lui obéissaient sans la moindre hésitation. Mortarion vit en eux l'occasion de poursuivre ce qu'il avait commencé sur Barbarus, mettre à bas les tyrans, à l'instar des seigneurs de guerre. Pour cela, il fit de la Death Guard l'infanterie ultime, polyvalente et autonome,
spécialisé dans l'utilisation d'un équipement robuste et fiable, facile à entretenir et à ravitailler. L'objectif était de broyer l'ennemi sous des assauts implacables, et bien que dénués de toute inventivité, ces tactiques étaient diablement efficaces en dépit de leur simplicité. Mortarion était plus proche d'Horus que de l'empereur, car le premier reconnaissait son mérite, étant donné qu'il combattait souvent à ses côtés. Le Seigneur de la Mort trouva dans le charismatique Horus un mentor qui comprenait ses désirs et appréciait ses méthodes. Il est dit que l'empereur ne se souciait pas de ce rapprochement, considérant que la loyauté de son fils envers Horus signifiait de facto sa loyauté envers lui. L'histoire montrera que l'empereur s'était lourdement trompé. À dessein ou non, cela reste à prouver. Mortarion fut présent lors du triomphe du Lanor, qui fêtait la grande victoire impériale contre le plus puissant empire orc rencontré depuis le début de la Grande Croisade. Le Seigneur de la Mort eut une conversation tendue avec son frère Magnus, primarque des Thousand Sons, lorsque ce dernier arriva pour prendre sa place dans la tribune officielle des primarques et de l'empereur pour assister au triomphe. Leur conversation fut une agressivité distillée. Mortarion coupa Magnus lorsque celui-ci évoqua un autre jour semblable à celui du Lanor, lorsque 9 primarques avaient été réunis il y a longtemps. Le Seigneur de la Mort lui rappela que l'empereur leur avait interdit d'en reparler. Magnus évoqua ensuite la symbolique des chiffres, ce qui agaça Mortarion qui se moqua de l'obsession du roi pourpre pour les symboles, lui parlant des événements qui avaient eu lieu lors de la bataille du Python du Phénix, où les Thousand Sons eurent une violente altercation avec les Space Wolves avant que l'un des fils de Magnus ne subisse une violente mutation génétique, le transformant en aberration et le tout sous les yeux de Leman Russ. Il menaça son frère en l'accusant de sorcellerie et que cela signerait sa chute, comme elle avait signé celle de son père adoptif. Moqueur, Magnus l'invita à venir sur Prospero débattre avec les Corvidés de la causalité et de la prédestination. Le Seigneur de la Mort se détourna et rejoignit la tribune de l'empereur. Il se tiendra néanmoins relativement à l'écart durant les célébrations, mais assista à la parade, et vit Horus Lupercal être nommé maître de guerre par l'empereur, premier parmi ses pairs primarques, ainsi qu'au discours du maître de l'humanité qui annonçait son départ de la Grande Croisade. Plus tard, sur la terrasse qui surplombait l'artère processionnelle principale, assis avec Jagatai Khan, Fulgrim et Sanguinius, il débattra sur les changements que l'avènement d'Horus apportait. À ses yeux, Horus avait été nommé juste parce qu'il était le premier primarque retrouvé par l'empereur. Il n'éprouvait pas de jalousie, mais il affirma devant ses frères que quand l'empereur les guidait, ils rivalisaient tous pour un simple regard ou un geste de lui, car aucun d'entre eux n'était son rival. Mais Horus n'était que l'un d'entre eux alors qu'il n'était pas l'architecte de l'Imperium. Une situation qui n'augurait rien de bon à ses yeux. Suite au triomphe du Lanor, Mortarion se rendit sur le monde de Nikea afin de participer en la présence de l'empereur au règlement de la question sensible du projet Librarius. Ce projet défendu par Magnus le Rouge, Sanguinius et le Khan était un régime d'entraînement et de développement psychique allant de pair avec le processus de création déjà rigoureux d'un combattant de l'Astartes. Mortarion était avec les Manrus le primarque le plus violemment contre ce projet et avait combattu son développement avec vigueur, n'y voyant qu'un outil de sorcellerie et de corruption. Le concile de Nikea se mua en procès contre les Thousand Sons. Suite au témoignage du Spacewolf Weirdmake, qui accusait les Thousand Sons de sorcellerie, Mortarion se plaça au centre de l'amphithéâtre qui accueillait les partisans, s'inclinant rapidement devant l'empereur assis devant lui, et entama son exposé. Il rappela que l'ère des luttes qui avait mis fin au premier grand empire galactique de l'humanité devait sa chute à la multiplication des Psykers. Il prétendit avoir vu les dévastations que la sorcellerie laissait dans son sillage, comme des mondes réduits en cendres, des hommes en esclavage et des monstres lâchés de partout.
Il rappela que l'empereur lui-même avait mis en place les vaisseaux noirs de la sororité silencieuse pour rechercher ces dangereux individus. Mortarion reconnut l'utilité des navigateurs et astropathes, mais ils étaient tolérés car ils faisaient usage de leur pouvoir pour le bien d'autrui tout en étant étroitement surveillés et encadrés, alors que le sorcier utilisait sa puissance pour son gain personnel, pour obtenir la puissance et la domination séculière. Le Seigneur de la Mort raconta que sa légion avait affronté sur un monde nommé Kajor une peuplade guerrière d'humains retombés dans la barbarie. Il avait fallu près de 6 mois à la Death Guard pour soumettre Kajor, car les sauvages utilisaient des pouvoirs abjects et avaient des alliés invisibles, des créatures nées de leur sorcellerie qui rôdaient dans les ombres et qui tuaient pour le plaisir de tuer. Des chiens à rouge sang qui hantaient les ténèbres des forêts avec un instinct sauvage, et des bêtes à la cavalcade de tonnerre qui brisaient les lignes à chacune de leurs charges. Le primarque parla de temples du sang emplis d'ossements et de morts. Le projet Librarius ne pourrait à ses yeux que mener doucement, étape par étape, à ses actes odieux. Il accusa publiquement les Thousand Sons de pratiquer des actes de sorcellerie et d'avoir vu les guerriers des cultes de Magnus invoquer la foudre et le feu pour anéantir leurs ennemis, pendant que d'autres de leurs frères les écrasaient sous une force invisible. Enfin, les actes de la 15e Légion lors de la bataille du Python du Phénix étaient la dernière d'une longue série de pratiques répugnantes. Pour cela, Mortarion demanda la censure de Magnus et l'abandon du projet Librarius. Son souhait se verra exaucé. Après le discours de Magnus le Rouge pour défendre son projet et les arts psychiques, le jugement final tomba. L'empereur ordonna le démembrement du Librarius, l'interdiction des archivistes et condamna sans le citer Magnus le Rouge et sa légion. Mortarion sortait de Nikea triomphant. Lorsqu'Horus fut corrompu par les puissances de la ruine, il tissa presque immédiatement un plan de trahison complexe. Il approcha aussi les primarques qui lui étaient proches et l'un d'eux fut Mortarion. Le Seigneur de la Mort fut difficile à persuader, mais Horus affirma que l'empereur était corrompu par le pouvoir et devenait un nouveau tyran, alors que les primarques pouvaient forger un nouvel âge de justice et de liberté. Mortarion fut finalement convaincu et rejoignit sa rébellion. Ce fut sur Is-23 que Mortarion montra sa félonie à tout l'Imperium, quand il participa à l'atrocité qui vit la destruction des éléments loyalistes de sa légion et des 3 autres légions présentes. Mais il ne pourra pas empêcher un certain capitaine de s'emparer d'une frégate nommée Eisenstein et d'atteindre Terra pour prévenir l'empereur que le maître de guerre venait de déclencher une guerre fratricide. Mortarion s'engagea dans l'hérésie d'Horus avec ferveur, mais rien ne l'avait préparé au sinistre destin qui l'attendait lui et sa légion. Alors que la guerre civile enflammait la galaxie, le Khan, qui combattait les orques avec sa légion dans le système de Shondax, restait ignorant des événements terribles qui déchiraient l'Imperium. Après avoir reçu des messages contradictoires dont ceux d'Horus qui l'appelaient à le soutenir et à rallier l'Alpha Légion à Alaxes pour affronter les Space Wolves de Russ, le Khan mit le cap sur Prospero, devenu un cimetière, dans l'espoir de retrouver Magnus et d'obtenir des réponses de ce frère qu'il estimait. Le Khan se rendit avec sa garde personnelle, le Keshig, dans les ruines de la capitale de Prospero, Titska, anéantie depuis le passage des Space Wolves. Le Khan rencontra une écharde de l'âme de Magnus qui lui fit comprendre l'horreur de la félonie d'Horus. C'est alors que la flotte de Mortarion apparut sur l'orbite de Prospero, après avoir été contacté par les White Scars soutenant la cause d'Horus. Le Seigneur de la Mort se téléporta à son tour avec son linceul dans les ruines de la planète et fit face au Khan.
Mortarion avait voyagé de loin et recherché le Khan afin de le persuader de rallier la cause d'Horus, tout en lui demandant la raison de son non-alignement avec l'Alpha Légion à Alaxes comme Horus le lui avait demandé. Le Khan se demanda pourquoi c'était Mortarion qui était arrivé et non Horus. Puis il réalisa qu'en réalité le Seigneur de la Mort était venu le trouver sans en tenir au courant le maître de guerre. Mortarion lui prêcha une galaxie dirigée par des guerriers, mais le Khan se moqua de lui. Reconnaissant que Mortarion avait toujours été sincère dans sa chasse aux Psykers, le Faucon avait compris qu'il se sentait mal à l'aise d'avoir rejoint un cran qui faisait un usage débridé de la sorcellerie, qu'il avait anéanti le Librarius pour s'apercevoir que des sorciers étaient libres d'agir. Le Khan affirma que Magnus lui avait montré qu'il était affecté par le Warp, et qu'un destin ignoble l'attendait lui et sa légion. Conscient d'être isolé, Mortarion avait espéré faire du Grand Khan son allié, pariant sur le fait que la moitié des White Scars s'étaient déclarés pour Horus. Mais le Khan le rejeta, et alors que les White Scars partisans d'Horus prenaient le contrôle du vaisseau amiral de la flotte de la 5e Légion, le duel entre Mortarion et Jagatai commença. Mortarion fit face à un Jagatai Khan beaucoup plus rapide que lui, mais il avait l'avantage de l'endurance. Mortarion se fit pilonner et accabler d'attaques, le forçant à reculer. Durant les échanges de coups, Mortarion affirma que la salle du trône de l'empereur était devenue un cauchemar et que Fulgrim avait décapité Ferrus Manus. Mortarion absorba tous les coups que l'on pouvait lui porter, en aspirait la puissance comme une sangsue. Il les encaissa et revenait en recevoir davantage. Puis, soudainement, alors que le Khan fatiguait, il s'arrêta. Il avait reçu une communication de sa flotte lui affirmant que la flotte des White Scars les attaquait, confirmant la victoire loyaliste au sein de la 5e Légion. Promettant au Khan de le retrouver un autre jour, Mortarion se téléporta sur son vaisseau. La seconde bataille de Prospero n'égala pas l'horreur de la première, car Mortarion était venu pour superviser l'intégration d'un allié et non pour s'embarquer dans un conflit spatial de longue durée. Le Seigneur de la Mort fut forcé de se replier. À la fin de l'hérésie, alors que la guerre solaire avait été perdue par les loyalistes et que Terra était assiégée, le tournant de la bataille du siège de Terra pour Mortarion fut l'ultime contre-offensive de Jagatai Khan pour reprendre avec ses White Scars le spatioport de la Porte au Lion afin d'offrir aux renforts loyalistes de rebooter Guilliman en route vers le Mont Trône, un lieu de débarquement. Apprenant que son frère avait lancé cette offensive, Mortarion fut intrigué, ne montrant à ses fils qu'un sourire triste, comme s'il s'agissait hélas de quelque chose de parfaitement attendu et d'inévitable, mais source de regret néanmoins. Alors que les White Scars s'enfonçaient dans les lignes de la Death Guard, le roi pâle resta assis sur son trône d'obsidienne, à fixer intensément les cieux teintés de rouge en face de lui, ses grands gantelets serrant la pierre taillée. En réalité, Mortarion se doutait que le Khan allait tenter de l'atteindre, et avait fait en sorte que la Porte au Lion ne soit pas réellement rendue imprenable en l'emplissant de toutes les incarnations possibles de Nurgle, comme le transformer en un marécage d'une telle profondeur et d'une telle rancœur infinie que même l'empereur y aurait réfléchi à 2 fois avant de s'y risquer. Décidé à tuer une bonne fois pour toutes son frère, il remonta le hall d'observation en longeant des fenêtres hautes de 30 mètres dont tout le verre avait depuis longtemps volé en éclats, entouré du pas presque silencieux de ses gardes du corps du linceul. C'est alors que les White Scars surprirent Mortarion et son entourage de 7 guerriers du linceul en armure Terminator, ainsi que ses 49 indestructibles prélevés dans diverses formations au niveau de la galerie d'observation. Un long espace processionnel flanqué de 2 hauts murs blindés qui couraient le long du bord externe de la redoute et dont des tapis rampants de matière organique avaient remplacé ses surfaces fonctionnelles. Le Seigneur de la Mort en fut admiratif bien qu'il sentît l'attaque juste avant qu'elle ne survint. Il comprit qu'une sorte de talent devait avoir été utilisé, le genre d'artifice magique de peu de valeur auquel les prophètes des tempêtes se prêtaient en secouant leurs osselets, mais qui pouvait se montrer suffisamment efficace en les employant à un moment opportun. Depuis une section de mur craquelé se trouvant à 300 mètres de lui, un Stormbird apparut.
Mortarion se contenta de s'arrêter devant l'appareil que ses guerriers prenaient pour cible, plantant le talon de sa faux sur le lithobéton, plus intrigué que perturbé devant ce qu'il voyait. Des guerriers de la 5e Légion se jetèrent par les déchirures du mur et des Terminator White Scars se téléportèrent pour se joindre immédiatement à eux. Aucun des White Scars ne put s'approcher du primarque démon, poussé de façon régulière comme ils le furent vers le nuage de miasmes tandis que l'affrontement s'intensifiait. Finalement, le Khan arriva. Le duel débuta, mais bien vite les changements qu'avait subis Mortarion lui offrit rapidement l'avantage. L'ancienne rencontre entre les deux primarques avait été celui du choc de la vitesse contre l'opiniâtreté. Mais la force brute de Mortarion s'était accrue de façon abjecte, car le warp courait dans ses veines, palpitait sous sa peau lourdement frappée par la mutation. Chaque fois qu'il bougeait, la réalité ondulait autour de lui, reculant devant cette violation des lois naturelles. Le grand fer de sa faux affichait des reflets de l'enfer par-delà, celui de jardins pourrissants, de chair tourmentée et de champs de douleurs fertiles. Le Seigneur de la Mort et le Faucon se jetèrent l'un sur l'autre, en faisant craquer la pierre sous leurs pieds. Tigre Blanc percutait Silence, en libérant une explosion d'énergie mêlée. Ils échangèrent des coups plus lourds et plus rapides alors que tout autour d'eux le rugissement de la bataille au sens large filtrait des niveaux en dessous, un chœur de hurlements et d'explosions qu'ils ne pouvaient pas occulter. Mais si les coups s'accélérèrent et s'accentuèrent rapidement jusqu'à ce qu'ils fussent exceptionnels par leur poids et leur précision, Mortarion avait gagné en vitesse, son flegme passé ayant laissé place à une célérité démoniaque, à des mouvements décalés entre les dimensions. Les arcs décrits par sa faux sifflaient des voix d'un autre monde, blessaient l'atmosphère elle-même lorsque le grand Khan se baissait sous son bord lacérant. Mortarion supporta les moqueries de son frère qui soulignait qu'il était déjà vaincu car il était devenu ce qu'il haïssait, même si le roi pâle tentait de se convaincre que cette haine ne méritait pas d'être conservée. Le duel s'accentua au fil du temps, désintégrant la maçonnerie en nuages de poussière. Le primarque démon parvint à porter le premier coup sérieux dans l'armure du grand Khan, qui vit les ornements de son épaule jusqu'à sa hanche être labourés, projetant des giclées de sang. Mortarion faillit décoller la tête de Jagatai d'un coup net et vicieux en diagonale, la pointe incurvée de Silence creusant dans le sol une entaille profonde d'1 mètre, et en arracha tout un morceau de lithobéton, nimbé de grésillements. Le grand Khan poussa l'épaule en avant pour aller faire porter une entaille haineuse sur la cuisse que le Seigneur de la Mort avait trop avancée, arrachant la plaque d'armure corrodée de sur la chair et obtint son premier sang avant d'être repoussé. Leur duel se termina sur l'un des grands tabliers d'atterrissage d'1 kilomètre de large, à 1200 mètres de hauteur alors qu'au-dessus d'eux la tempête faisait rage, illuminée d'éclairs verts qui s'abattaient depuis les cimes du spatioport et d'en dessous. Jagatai provoqua le roi pâle, insinuant que le véritable maître de la Death Guard est et a toujours été en réalité Calas Typhon. À ces mots, Mortarion sombra dans une fureur sans limite et déchaîna ses coups contondants qui projetèrent le grand Khan en l'envoyant glisser sur la tablier d'atterrissage. L'enveloppèrent de volutes de poison, endommagèrent le métal de ses gantelets et lui fit craquer les flancs sous les coups de hampe imprégnés par l'éther, avant d'inverser son geste pour frapper du tranchant incurvé en le dirigeant vers son torse. Au bout du bout, Jagatai Khan fit preuve d'une endurance frôlant les limites du possible, même pour un primarque, alors que Mortarion avait fracturé son bras droit, lacéré son flanc et éclaté sa pommette. Un autre coup de Silence plongea droit sur le grand Khan qui fit une tentative désespérée pour bloquer la faux, mais qui l'atteignit avec un poids à lui fracasser l'armure et l'envoya à genoux en dérapant par terre. Le roi pâle déchaîna encore d'autres coups sur son frère qui fut cloué au sol jusqu'à ce que son dos fût couché contre le lithobéton. Le Seigneur de la Mort termina en se dressant au-dessus du primarque des White Scars, les bras levés pour lui porter le coup fatal. Mais à travers son casque en miettes et malgré ses 2 bras brisés, le Faucon de Chogoris se mit à rire à la stupeur de Mortarion qui pensait qu'il était enfin mort. Il lui envoya un nouveau coup qui projeta le primarque de la 5e Légion à l'autre bout de la grande plateforme d'atterrissage. Mais malgré tout, Jagatai se remit à genoux alors que le sang suintait par tous les joints de son armure en une profusion ahurissante, continuant d'entretenir un torrent de piques et d'insultes mesquines.
Alors même que Mortarion faisait pleuvoir les coups sur son casque cabossé, le frappait en l'aplatissant dans le litho-béton brisé, les moqueries n'arrêtaient pas de venir, quelquefois acerbes, quelquefois brutales, parfois tout juste d'un niveau infantile. Lassé de ce jeu puéril, Mortarion arracha net le casque au Grand Khan d'un grand coup de sa faux et tenta d'en abattre le talon sur le ventre exposé de son ennemi. Mais Jaghatai parvint à se tordre de côté au dernier instant et Mortarion lui décocha un coup de pied violent en plein visage, lui fracturant le nez et la joue. Puis Jaghatai Khan bougea encore et toucha Mortarion au plus profond de son être quand il déclara que, contrairement à lui, il avait supporté la douleur et la souffrance alors que le roi Pal avait déclaré forfait sur le terminus Est. Au final, le Grand Khan était plus endurant que lui. Ne pouvant supporter l'idée que tous voyaient en lui qu'un faible, Mortarion prit silence et s'apprêta à achever son frère. Mais Mortarion n'avait pas vu la prise du Grand Khan qui se redressa du sol, son Dao en main, et qui parvint à le pénétrer profondément sous le seul segment de son armure que le faucon était parvenu à déloger. Un pic de douleur droit à travers le torse frappa le primarque démon, du sang se mettant à couler de sa plaie profonde. Sonné, Mortarion ne put croire ses yeux quand le faucon de Chogoris se mit soudainement à entamer son balai, faisant preuve de son agilité insaisissable, et cette faculté a semblé se trouver dans tous les endroits à la fois. Jaghatai lui annonça qu'il avait effectué un Zao, traduit sous le terme de ciseau. Mortarion lança sa faux dans un arc maladroit et rata son frère qui le frappa de nouveau, laissant un profond sillon le long du bras du roi Pal. Mortarion avait beau essayer de toucher son frère ou le repousser, celui-ci bougeait comme une anguille, le frappait et disparaissait avant de ressurgir d'un autre angle. Paniqué, le faucheur informa le faucon qu'il était désormais immortel et impossible à tuer, ce qui fut un signal pour le Grand Khan qui alors s'élança sur lui. Mortarion l'intercepta avec silence, enfonçant sa faux sous l'épaule dénudée d'armure de son frère, l'empalant profondément. Jaghatai continua de se rapprocher, se tracta le long du fer courbe jusqu'à ce que celui-ci dépassât de son dos transpercé et que son Dao, tigre blanc, fut planqué contre le cou du primarque de la Death Guard. Pendant un instant, Mortarion regarda le visage de son frère, qui d'un mouvement vif lui décolla proprement la tête dans une explosion de bile noire. Mortarion disparut de la surface de Terra au milieu d'une explosion warp qui transforma la plateforme d'atterrissage brièvement en l'objet le plus brillant de la planète, après l'âme tourmentée de l'empereur lui-même. Le bannissement de Mortarion plongea la Death Guard dans la stupeur et rapidement la 14e Légion se replia, laissant le spatioport de la Porte au Lion entre les mains des White Scars. La Death Guard fut rapidement placée sous le commandement de Typhus, tandis que Jaghatai Khan, malgré ses blessures catastrophiques, fut sauvé in extremis par Malcador le Sigilite et l'Empereur. Finalement, la bataille de Terra se termina par la défaite d'Horus qui fut tué par l'Empereur dans un duel légendaire qui condamna néanmoins le maître de l'humanité à être placé dans le trône d'or pour survivre à ses blessures. Depuis 10 000 ans, Mortarion, seigneur de la Death Guard, écrase ses ennemis sur le champ de bataille. Encapuchonné, revêtu de l'armure baroque appelée plate de Barbarus et d'une bure moisie, Mortarion est bien plus grand qu'aucun champion de l'humanité. D'une main, il lève son effroyable faux baptisé Silence. De l'autre, il tient la terrible lanterne, son antique pistolet à énergie Xenos qui peut trouer une armure Terminator de part en part. Entouré de vermines démoniaques piaillantes, de mouches hideuses et de vapeurs pestifères, Mortarion fond sur ses proies portées par des ailes grinçantes. Leur claquement écœurant insuffle la crainte chez l'ennemi alors même que l'odeur de la mort atteint ses lignes. Les bombes phosphex que Mortarion sème changent promptement leur victime en une pulpe visqueuse. La simple présence du Seigneur de la Mort est mortelle, car ses adversaires s'étouffent et succombent très vite à sa nuée de miasmes pathogènes. Si Mortarion n'était qu'un monstre en maraude, il serait déjà bien assez terrifiant. Or, bien qu'il fût déchu de la grâce de l'empereur, il n'en demeure pas moins un primarque. Mortarion est doué d'un intellect supérieur et son sens stratégique de général d'infanterie n'est en rien amoindri.
Le Seigneur de la Mort sait lire les flux et les reflux de la bataille d'un seul coup d'œil et décider aussitôt de la meilleure option pour la victoire. Peu lui importe les pertes, car à ses yeux, ses fils doivent sans cesse prouver leur valeur, et la victoire doit revenir à ceux qui la méritent. S'il fallait trouver une faiblesse à Mortarion, ce serait son mépris pour l'adversaire, ce qui peut le conduire à sous-estimer ce dernier. Mais rares sont les ennemis qui peuvent longtemps tenir tête à l'assaut implacable de la Death Guard tel que Mortarion sait l'orchestrer. Alors que la galaxie est plus sombre et violente que jamais, qui sait quel dessein Mortarion prépare afin de livrer la galaxie à grand-père Nurgle. Il fut finalement vaincu sur Yax par Guilliman ressuscité par l'Empereur, mais a probablement baissé dans l'estime de son Seigneur, Maître et Dieu. Qui sait quand est-ce qu'il sera autorisé à revenir, que ce soit au sein du jardin que dans le monde matériel.